Christian Iaccarini est président et chef de la direction de la Société de développement Angus, qu'on appelle communément la SDA, entreprise d'économie sociale qu'il a fondée en 1995. Il y a développé différentes expertises en requalification urbaine, développement durable et développement de projets ayant des retombées économiques, sociales et culturelles probantes pour la communauté. La réalisation du technopôle Angus, un parc d'entreprises et un milieu de vie en plein essor érigé sur une ancienne friche industrielle, reflète cette vision unique du développement. Aujourd'hui, le technopôle Angus compte au-delà de 75 entreprises et institutions, lesquelles emploient plus de 3000 travailleurs. Alors, ceci étant dit, c'était le tiers à peu près de la biographie que j'avais à vous dire. On se garde plus de temps pour le contenu. Monsieur Iaccarini, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Quand j'ai préparé ma présentation, j'étais tout seul dans mon bureau à Montréal. Si je la faisais cet après-midi, je la referais complètement différemment avec ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu aujourd'hui, qui m'a vraiment séduit. Je vais essayer de raccourcir ma présentation. Je vais essayer pour avoir un peu plus d'échanges, parce que je trouve que c'est là qu'on pourrait peut-être plus s'apporter quelque chose mutuellement. Je vais quand même vous situer, ah oui, c'est ça que je dois prendre, vous situer un peu géographiquement les usines Angus. Les shops Angus sont dans l'est de Montréal. Montréal, vous le savez, divisé en deux, l'est de Montréal, l'ouest de Montréal. Historiquement, l'est de Montréal, beaucoup plus francophone, l'ouest de Montréal, beaucoup plus anglophone. L'est de Montréal, beaucoup plus ouvrier que l'ouest, où là, on trouvait plus la bourgeoisie montréalaise. Les shops Angus, ouverture en 1904, très grande usine ferroviaire, à son apogée, 10 millions de pieds carrés, 68 bâtiments, 12 000 travailleurs. C'est vraiment là, la cité dans l'usine, mais la cité dans la cité, hôpital, bibliothèque, etc. Vous voyez les shops en 47. Tantôt, je regardais, il y avait une photo, je pense que c'était en 46. Vous voyez donc, c'est le même cas qu'ici. Tantôt, j'écoutais la personne dans l'autobus. Le propriétaire construisait des maisons pour les ouvriers autour. Même chose, convention d'amphithéose. Tu es propriétaire de ta bâtiment, mais le sous-sol appartient à l'entreprise. On est dans le cas classique d'une mono-industrie qui s'installe sur un territoire. Je passe très vite. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, on fait des obus. Deuxième Guerre mondiale, on fait des chars d'assaut de très mauvaise qualité qui se sont enfoncés dans la neige et la boue à Stalingrad. Mais bon, alors c'était ça. Un peu comme ici aussi, du travail des femmes. Ce matin, j'entendais, là, on parlait des gobeuses. Là-bas, à Angus, parce qu'à Angus, jusqu'en 1946, on faisait le train au complet. C'est du minerai qui arrivait du port de Montréal. Il était fondu sur place. Et ce qui ressortait, c'était un train complet, y compris les bancs, les rideaux, les horloges. Tout était fait sur place. Donc, les femmes étaient les couturières, les horlogères, tout ce qui était de travail beaucoup plus minutieux, c'était les femmes qui le faisaient. Et évidemment, pendant la guerre, il y a eu une arrivée plus massive des femmes. Non, j'ai été trop vite. 1960, on commence à assister au déclin de l'industrie ferroviaire. Je connais mon sujet par cœur. J'ai pas besoin de mes petites cartes. Le déclin de l'industrie ferroviaire, l'ouverture de la voie maritime qui fait que les bateaux peuvent passer par Montréal pour aller vers les Grands Lacs, le développement des autoroutes, du camionnage et des décisions politiques du gouvernement canadien de principalement concentrer les activités ferroviaires dans l'ouest du pays, principalement autour de Calgary. Là, vous voyez quand même une belle photo des usines. C'était vraiment des trains complets. À partir de l'après-guerre, là, on a arrêté de faire des trains complets. Quand je disais on les a déplacés vers l'ouest, on réparait les trains. Donc, la locomotive arrivait, elle était complètement démontée et remontée. Donc, ça va. Je vais aller assez vite là-dessus. Oups, non, c'est parce que je ne pèse pas sur le bon bouton. 1974. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Oui, je l'ai dit. Les shops Angus, c'est 10 millions de pieds carrés.
Vous, je pense que votre site est à 50 millions de pieds carrés. C'est énorme. Mais 10 millions, c'est quand même pas mal. 1974, le CP ferme la moitié du site, 5 millions de pieds carrés, et démolit les bâtiments très, très rapidement. On n'a pas le temps de se retourner que les bâtiments y ont disparu. CP veut valoriser son terrain, évidemment. Bon, CP, petite parenthèse, le plus grand propriétaire foncier privé au Canada. C'est énorme, CP, hein, vous le savez, les hôtels, les bateaux, c'était tout, là. Et donc, CP décide de développer un immense centre d'achat sur ce site-là de 5 millions de pieds carrés. Montréal est comme bien d'autres villes. Les quartiers de Montréal sont construits autour d'une rue commerciale. Un centre d'achat, puis la chanson des colocs, là, la rue principale, c'est exactement ça qui serait arrivé. Il y a 3-4 rues commerciales qui auraient disparu avec l'arrivée du centre d'achat. Et donc, il y a eu une mobilisation. Et pour la première fois, en tout cas à Montréal, il y a eu une alliance entre les commerçants, parce que les commerçants des artères commerciales voyaient le centre d'achat comme une menace pour leur survie, et le milieu communautaire et les citoyens, parce qu'on est encore, parce que c'est cyclique les crises, comme vous le savez, on est encore dans une crise du logement. Juste pour vous donner une idée, quand on a construit Radio-Canada, on a démoli littéralement un quartier complet pour faire la tour de Radio-Canada, mais dans le fond, c'est pas pour faire la tour de Radio-Canada qu'on a démoli au complet, c'est pour faire le parking de Radio-Canada. Alors, on est en pleine crise du logement et dans le milieu, ce que les gens revendiquent pour ce terrain-là de 5 millions de pieds carrés, c'est vraiment du logement. Donc, lutte digne des années 70. Les gens occupent le terrain, la police vient, etc. Mais des alliances. Et en 1976, c'est le Parti québécois qui prend le pouvoir. Et tout l'Est de Montréal est contrôlé par des députés du Parti québécois. Et la petite histoire, c'est que René Lévesque est venu visiter le site. Et après ça, il y a eu une rencontre entre M. Lévesque et le président de CP. Et Québec a racheté les terrains du Canadien Pacifique et a développé une société mixte Montréal-Québec pour développer du logement. Il y a eu une deuxième lutte, parce que oui, les gens avaient gagné le logement, mais maintenant, c'était du logement pour qui? Hein? C'est du logement pour qui? Alors, si un jour vous venez sur Angus, dans ce secteur-là, vous allez voir une mixité complète. Vous avez du logement social, du logement privé, des résidences personnes âgées. Mais ce qui est merveilleux, c'est que si vous vous promenez, puis je vous mets au défi de dire c'est quoi la coop, puis c'est quoi le condo privé, vous n'arriverez pas à trouver la différence. On n'a pas fait OK, dans le nord du site, ça va être les coops, puis dans le sud, ça va être les condos. Il y a vraiment une mixité. Alors, donc, c'est important dans l'histoire d'Angus, de mon histoire, quand moi je vais arriver plus tard, parce que pour le territoire, pour la population, c'est une victoire. On a vaincu le Canadien Pacifique. C'est pas rien. Alors, ça laissait dans l'imaginaire des gens de Rosemont, d'Hochelaga-Maisonneuve, de Saint-Michel, que l'avenir du site ne dépendait pas uniquement du propriétaire des terrains. Donc, le déclin continue. Et là, fin des années 80, début des années 90, c'est une hécatombe de fermeture d'usines dans l'Est de Montréal. En 5 ans, on a perdu 10 000 emplois dans l'Est de Montréal. Toute la pétrochimie, Texaco, Esso, Gulf, BP, ça ferme. Les chantiers maritimes avec la Vickers qui ferment. Et en en 91, même les Shop Angus ferment. Les Shop Angus, qui est le fleuron de l'industrie manufacturière à Montréal. Alors, vous voyez, c'est le front page, la première page de la presse. Les usines ferment. Ça laisse donc un autre 5 millions de pieds carrés en plein cœur de Montréal, dans un site qui est totalement urbanisé, mais résidentiel. Sauf que, alors, vous voyez à la fermeture qu'est-ce que ça donnait. Et vous voyez le grand bâtiment que vous... Je regarde là, mais c'est là que vous le regardez, vous. Vous voyez le grand bâtiment qu'on appelle le Loco Shop. C'est là qu'est rentraient les trains. Mais à l'époque, il y avait plein de bâtiments. CP démoli rapidement. Ils n'étaient pas très fervents de la conservation du patrimoine industriel, CP.
Dans le contexte de la récession, de la crise qu'il y avait, parce que moi, je vous parle de l'Est de Montréal, mais on vivait la même chose dans le Sud-Ouest, le long du canal de la Chine, il s'était créé des petites organisations qui s'appelaient des corporations de développement économique communautaire, où pour la première fois, les groupes communautaires commençaient à s'intéresser à l'économie. Oui, il me reste encore du temps. Jusqu'à là, les groupes communautaires étaient dans la revendication des droits sociaux. À partir des années 60, le droit à la santé, le droit à l'avortement, le droit à la garderie, le droit au logement, on était beaucoup dans la revendication des droits sociaux et on en gagnait. Collectivement, on a gagné beaucoup de droits sociaux entre 60 et 80. À partir des récessions, la crise du pétrole, les récessions, l'État-providence est tombé en crise et on a commencé à avoir une érosion des droits sociaux. Et donc, à s'apercevoir que les groupes communautaires, les citoyens, on ne s'était pas impliqués dans l'économie. On était uniquement dans les droits sociaux. Donc, on s'est créé ces corporations-là en disant dans nos territoires, parce qu'au moment de la fermeture des shops, il y avait 20% de chômage dans le territoire. Donc, de dire, dans nos territoires, il faut intervenir sur l'économie. Si on laisse juste cela aux grands bonzes de l'économie, bien voici ce qui se passe dans nos quartiers. Parce que ce qui se passait à Montréal à ce moment-là, c'est que soit les usines fermaient parce qu'elles étaient désuètes, soit elles déménageaient le long des autoroutes, le long de la 13, le long de la 15, le long de la 20, le long de la 40. Et nos quartiers, où là, il y avait du monde qui y vivait, les usines fermaient, puis le monde perdait leur emploi. Et là, on assistait à la cascade. Tu perds ton emploi, tu es sur le chômage. Tu as fini tes thèmes de chômage, tu tombes sur la sécurité du revenu, l'aide sociale, et on voyait même des phénomènes d'exclusion. Donc, rapidement, autour de cette corporation-là, et c'est là que moi j'y travaillais, on s'est dit ce terrain-là doit servir à la relance économique du territoire, à la relance de l'emploi. Donc, il faut attirer de l'emploi. Mais on était complètement à contre-courant du courant dominant. Comme je vous disais, 20% de chômage, les usines qui ferment ou qui se délocalisent. Puis on était, entre vous et moi, on était tous des gens de sciences humaines qui n'avaient pas beaucoup travaillé dans le domaine économique et qui n'avaient pas été beaucoup travaillé dans les usines. Donc, quand même, mobilisation, et c'est facile mobiliser. Parce que CP arrive avec un projet de résidentiel, parce que l'économique ne fonctionnait plus, avec un projet résidentiel, mais c'était vraiment la ville dans la ville. Là. Des maisons de luxe, des fontaines, des petits lacs, c'était magnifique, mais il n'y a pas personne du quartier qui allait pouvoir y vivre dedans. Alors, d'un côté, tu avais CP qui arrivait avec ses belles cabanes à 500 000, puis tu avais des jeunes, j'étais jeune un peu à l'époque, qui disaient « Non, ce qu'on a besoin, c'est de l'emploi, et on est capable d'en attirer. » Fait que, je vous dirais même qu'on était un peu démagogue, parce qu'on disait aux gens « C'est sûr qu'on va avoir des entreprises qui vont venir s'installer. » On poussait, et quand on est en crise, ben les gens ils aiment ça, trouver un ennemi. C'est quelqu'un sur qui se fâcher. Puis CP, c'était un bon punching ball là, pour ça. D'autant plus, puis ça aussi, ça a joué en notre faveur, que CP n'était plus à Montréal. Il ne faisait pas partie du Québec Inc. Il n'était plus là. Et alors, moi, les premières rencontres que j'ai faites avec CP, c'était à la gare Windsor à Montréal, c'était en anglais. Puis là, je vous parle des années 90, là, je ne vous parle pas des années 50. Là. Donc, il n'y avait pas de sympathie. Si le terrain avait appartenu à SNC-Lavalin ou à Bombardier, on n'aurait pas réussi ce qu'on a réussi, à avoir vraiment là, un rapport de force avec CP. Le rapport de force, on l'a eu parce que CP demandait un changement de zonage pour faire ses cabanes, et nous, on s'opposait au changement de zonage. Et donc, il y avait là une tension. Et à la ville, c'était une administration progressiste, c'était l'administration de Jean Doré qui était là. Et là, la municipalité a bien joué son jeu. Elle a dit à CP, il faut que vous ayez une entente avec la gang du milieu, parce que je ne pourrais pas, moi, changer le zonage. Si je change le zonage contre le milieu, je vais perdre mes élections. Je résume très, très vite. Là. Fait qu'il y a eu une longue négo où CP nous a dit, OK, je suis prêt à couper le terrain en deux, 2,5 millions pour mon résidentiel, puis 2,5 millions pour vos emplois. CP pensait qu'on allait se contenter d'un changement de zonage. Mais changer un zonage, ça ne donne pas une job de plus, ça. Fait qu'on a dit oui, OK, mais on veut le développer nous-mêmes. Fait que vous allez nous céder le terrain. Ça les a pris un peu de cours.
Et là, quand je suis revenu au bureau, moi, j'étais fou comme une puce. J'ai écrit une lettre aux gens de CP en les disant « Ça fait 90 ans que vous exploitez le sang de nos travailleurs. Il n'est que de juste retour que vous nous cédiez le terrain pour $1 et que vous nous donniez 2 millions de dollars pour qu'on commence à travailler. » Non seulement j'y croyais, j'ai fait voter ça par le conseil d'administration de mon organisme. Monsieur CP m'a téléphoné en disant « Monsieur Carigny, si vous voulez qu'on continue les discussions, il faut être sérieux. » OK, monsieur, il va être sérieux. 2 ans de négo. Ce qu'on a obtenu, c'est une option d'achat sur 10 ans qui nous permettait d'acquérir le terrain par parcelle. À chaque 2 ans, il fallait acquérir un certain nombre de pieds carrés pour pouvoir continuer le développement. Parce que CP, ce qu'ils ne voulaient pas, c'était je vous cède une option d'achat sur 10 ans, puis dans 10 ans, vous revenez me voir en me disant je n'ai pas réussi, mais moi, j'ai payé les taxes pendant 10 ans. Donc, on avait à chaque 2 ans un minimum de pieds carrés à atteindre, à acheter pour ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a créé la petite SEDEC, là où je travaillais, on a créé un autre organisme à but non lucratif qui s'appelle la Société de développement Angus. On l'a créé en 1995. Et j'ai bourré le conseil d'administration de gens compétents, respectés et qui avaient des réseaux. C'est vraiment ça. Et on est parti avec cette utopie-là qui est de créer de l'emploi dans le territoire. Voilà, première pelletée de terre en 98. Un conseil d'administration vraiment spécial. Louis Roquet, qui était le président du conseil, me disait Christian, tu as mis en place du monde qui ne pouvait pas se permettre un échec dans leur carrière. Les gens au conseil ne pouvaient pas se permettre un échec. Dans ce temps-là, tu as 2 façons de travailler. Soit tu ne prends aucun risque, fait que tu n'auras pas d'échec. Au pire, tu n'auras pas réussi. Ou soit tu dis, on prend tous les risques et on réussit. Puis c'est ce qui a été fait au conseil d'administration. Le premier bâtiment qu'on a rénové, c'est le Loco Shop. Et ça aussi, c'est une anecdote un peu... un autre bon coup qu'on a fait, parce qu'on n'a pas une scène, hein, on est parti avec 5 000 $. Le député nous a donné 5 000 $, puis on partait avec ça. On est allé voir le gouvernement du Québec et du Canada pour leur demander 6 millions de dollars, mais en prêt, pas en subvention. À partir du moment où on est rentré pour demander de l'argent en prêt, oups, on devenait sérieux. Fait qu'on a eu 6 millions, 1 million qui nous a permis d'acquérir du terrain et le fameux Loco Shop, et 5 millions pour le rénover. Et quand on a fait l'inauguration, on n'avait pas une entreprise, on n'avait pas loué à personne, on avait juste rénové un bâtiment. Mais tous les fonctionnaires venaient, j'avais fait une grande journée porte ouverte, puis là, les fonctionnaires venaient me voir et me disaient « Écoutez, M. Carigny, je dois vous avouer, j'y croyais pas du tout à votre projet, bravo, bravo. » On n'avait rien fait. On avait eu de l'argent pour rénover un bâtiment. Mais juste de voir quelque chose, ça les... bon, voilà. Puis après ça, ben, on a commencé à vouloir attirer des entreprises. Quelques grandes lignes chez nous. Puis ça, c'est vraiment le conseil qui disait... On a été spécialisé dans un secteur pendant 90 ans, le secteur ferroviaire. On ne va pas se spécialiser dans un secteur ce coup-là, parce que peu importe ce qui se passe, un jour, il y a un secteur qui a des crises. À l'époque, ceux qui sont plus vieux, plus vieilles vont s'en rappeler, si on était venu me voir en disant « Norton Telecom veut venir installer une usine chez vous », on aurait déroulé le tapis rouge, j'aurais été personnalité de la semaine de la presse, puis 2 ans plus tard, on aurait fait faillite. Donc, on ne se spécialisait pas dans un secteur. Deuxièmement, les entreprises qu'on cherchait et qu'on a chez nous, c'est des PME québécoises. On n'est pas aller se promener dans le monde pour attirer des entreprises étrangères. C'est des PME québécoises. Et non seulement c'est des PME québécoises, à 90%, c'est des PME québécoises dont le dirigeant travaille dans l'entreprise, où il est là. C'est ça qui fait qu'en 2008, quand il y a eu la crise financière, il y a eu peu de pertes d'emplois sur Angus, parce que le dirigeant, ben avant de te mettre dehors, il te connaît. Il travaille avec toi, il te connaît. Il sait que tu as 2 enfants, il sait ta vie, il te voit tous les jours. Fait qu'il essaye de trouver d'autres solutions que quand ton siège social est à Chicago, puis que tu envoies un courriel à ton directeur de ta shop à Montréal en disant bon, mais désolé, il faut rationaliser, pouvez-vous couper 43 emplois? C'est complètement impersonnel.
Nous autres, les entreprises qui sont chez nous, on les connaît, les dirigeants. C'est Isabelle, c'est Jacques, c'est un tel, on les connaît. Donc, pas dans un secteur, donc varié, PME québécoise, idéalement que l'entrepreneur travaille dans l'entreprise. Ensuite, on avait des orientations. Évidemment, on voulait des emplois, des entreprises créatrices d'emplois. On voulait aussi que le site, les gens s'approprient le site. Je vous disais tout à l'heure, on est en plein quartier résidentiel. La première fois qu'on a fait une assemblée publique, on est allé voir la population en leur disant, bon, ben, on va faire un parc d'entreprises en plein milieu d'un quartier résidentiel. Voici la liste des nuisances que cela va créer. Puis après ça, on mettait une autre colonne. Voici comment on pense les mitiger. Puis d'ailleurs, je vais faire un clin d'œil. Le premier plan d'aménagement qui a été fait sur Angus, c'est la firme Edifica qui l'a fait, qui est celui qui va faire votre plan. Alors, on a commencé à travailler, nous aussi, à l'époque, avec Edifica, et on a présenté la liste des nuisances. Puis il y a un résiduel. Hein, tu as ta liste de nuisances, ta façon de les gérer, puis il y a un résiduel. Puis là, tu dis à la population, c'est le prix à payer, ce résiduel-là, si on veut avoir des emplois sur le site. Donc, on a eu beaucoup d'allers-retours. Bon, ça, il va passer vite, là. Ça, c'est les rénovations du LocoShop. Voilà. Beaucoup d'allers-retours entre la communauté et nous autres. Nous autres, on se sentait comme le fiduciaire du territoire, de la population. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il fallait faire une rue. Il n'y avait pas de rue sur le site, c'était un grand terrain. Il fallait faire une rue. Puis la nouvelle administration municipale, qui était M. Pierre Bourque, il ne voulait rien savoir de payer la rue. Mais pas de rue, moi, je ne pouvais rien faire. On ne pouvait pas développer. Fait qu'on on en a fait un enjeu. On en a fait un enjeu local. La députée se faisait accrocher par du monde sur la rue en disant « On va-tu l'avoir, la rue Molson? On va-tu l'avoir, la rue Molson? » Les gens ne savaient même pas où elle allait passer, la rue Molson. Mais les gens avaient compris qu'il fallait avoir la rue Molson pour pouvoir développer le site. Donc, régulièrement, des allers-retours avec la population. On était chanceux, on a bien travaillé, on a beaucoup travaillé, puis tranquillement, on a commencé à attirer des entreprises. Je vous disais tout à l'heure, un des éléments importants pour nous, c'était que la population, que le territoire, que le projet s'intègre dans le territoire. Donc, à un moment donné, on avait des entreprises, ça allait. Puis, à un moment donné, le CLSC devait déménager, il est allé en appel d'offres. Et là, on s'est dit, il faut gagner ce projet-là. Il faut amener le CLSC. Ce n'était pas le CLSC en soi qui nous intéressait, c'était le fait qu'il y a des gens qui allaient aller au CLSC. Donc, des gens qui allaient rentrer sur le site. On l'a gagné, on l'a fait. Puis là, tranquillement, on a pu commencer à mettre en place des commerces, un gym, etc. Faire en sorte que ça ne soit pas une enclave. Angus, ça avait été une enclave pendant 90 ans. Il y avait des clôtures. À 4 heures de l'après-midi, la sirène sonnait, les ouvriers sortaient, puis on fermait les clôtures. Tu ne pouvais pas aller sur le site. Donc, c'était de rendre le site intéressant, attractif, pas seulement pour les travailleurs, mais aussi pour le quartier avoisinant. L'autre élément qui, dès le début, était au cœur de nos préoccupations, c'est la question environnementale. Bon, je suis un enfant du rapport Brundtland de l'ONU. En 88, on était là, dans ça. Donc, comment développer un parc d'entreprises en intégrant autant que faire se peut toutes les dimensions environnementales. Donc, on a continué. Je vais vite parce que je veux vraiment qu'on ait une période d'échange. Vous voyez un peu les bâtiments qu'on construisait. On a été les premiers à faire des bâtiments LEED grâce à Edifica. Ils sont où les gens d'Edifica, là? Ah, voilà, je vous cherche. Voilà. Alors, c'est Guy Favreau, qui était notre architecte, qui était un des premiers architectes à vraiment s'intéresser à l'intégration des critères écologiques dans les bâtiments. Vous lui direz que je lui ai rendu hommage. Mais c'est mérité. Bon, alors on a... Ah oui, vous allez me dire comment vous avez fait, comment vous avez financé ça. Alors, au début, on empruntait au gouvernement. On a fait un premier emprunt, on a fait un deuxième emprunt. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, bon, on ne pourra pas tout le temps emprunter. Là, à un moment donné, fait que là, on est allé voir le gouvernement, puis on leur a dit, prêtez-nous 20 millions, puis on vous le rembourse dans 10 ans. Mais prêtez-nous 20 millions. Puis grâce à ce 20 millions-là, nous, on est allé voir le fonds d'action de la CSN. Puis là, on leur a dit, nous, on a 20 millions. Est-ce que vous mettez 20 millions, vous aussi? Fait qu'on a eu 40 millions d'équité.
de mise de fonds, ce qui nous permettait d'aller chercher des prêts hypothécaires à hauteur d'à peu près 60-70 millions. Donc, on avait grosso modo, là, je caricature un peu, puis je vais très vite, mais on avait grosso modo une centaine de millions qu'on pouvait utiliser pour construire des bâtiments. Évidemment, tu rembourses le prêt sur les loyers, etc. En tout cas, voilà. Tantôt, je vous ai dit, dans la cascade, chômage, aide sociale, exclusion. Et nous, ce qu'on voulait, c'était répondre aux différentes clientèles. Donc, on a aussi développé des entreprises d'insertion sur le site, de façon à faire... Chez nous, sur Angus, là, vous avez, Antonine l'a dit, 75 entreprises, 3000 emplois, mais ça va du PhD qui est en biotechnologie à des jeunes qui sont en insertion. D'avoir une typologie d'emploi qui est représentatif des quartiers dans lesquels on vit. On ne vit pas dans un quartier de PhD, puis on ne vit pas dans un quartier exclusif, d'exclusion plutôt. Donc, de créer cette mixité-là. Donc, ça allait, on construisait des bâtiments, on louait, on construisait des bâtiments, puis on louait. Puis à un moment donné, on s'est dit, bon, attends un peu, là, on n'a plus de plan, là, on s'en va où, là? Et là, on s'est donné le luxe, et ça, c'est l'avantage d'être un organisme à but non lucratif, parce que tu n'as pas des actionnaires qui te demandent un rendement aux 3 mois. On s'est donné une pause en disant, OK, la dernière phase, on l'a fait comment? On l'a fait comment, la dernière phase? Et c'est là qu'on a décidé, ça allait aussi avec les courants, de passer d'un parc d'entreprises à un quartier complet. La première phase, on faisait des entreprises et un peu de commerce. Dans la deuxième phase, là, on s'est dit, OK, on prend le temps. Non seulement on veut un quartier complet, mais on veut un éco-quartier. On s'est promené, on est allé en Suède, au Danemark, pour s'apercevoir qu'ils étaient très, très forts en marketing, mais qu'on avait chez nous aussi les expertises pour être capable de le faire. Donc, la deuxième phase, c'était vraiment là, partir un éco-quartier. Bon, ça, c'est aujourd'hui, mais j'imagine que j'ai... Bon, ça, c'est le Carrefour. Ça, c'est ça. Mais je veux arriver à un... Bon, la galerie marchande. Vous voyez un peu. C'est là que je vais en venir. Dans le contexte de l'éco-quartier, le développement durable, quand tu fais de l'immobilier, une des composantes importantes, évidemment, c'est l'énergie. Hein? C'est l'efficacité énergétique. Fait que oui, tu vas mettre des parois qui font que ton bâtiment il va être efficace, mais on voulait aller plus loin. Et c'est là qu'on a créé une boucle énergétique où on récupère l'énergie produite par les entreprises le jour, qui sont des émetteurs. Mais il faut un récepteur, si tu veux. Bon. Et c'est là qu'on a dit, on va faire du résidentiel, puis on va faire un échange thermique entre le bâtiment entreprise et les bâtiments résidentiels. Et donc, on a créé toute une boucle énergétique, ce qui nous a amené à faire du résidentiel. Et là, à partir du moment où on se lançait dans le résidentiel, on s'est dit, ben, on va aller de la même façon qu'on a fait avec nos emplois, on va aller dans la mixité. Donc, d'avoir là aussi une mixité de produits et de résidents. Donc, première phase, condo abordable. Deuxième phase de condo marché. Logement étudiant, qui est là. Ah oui, on se permet des coups de cœur. Un jour, il y a des parents qui sont venus nous voir en disant, on veut avoir une école pour enfants autistes. Je dis OK, c'est un projet de combien? 30 millions, OK. Vous avez combien? 0. OK, on part de là. On part de là. Aujourd'hui, il y a 150 enfants qui viennent là. Ce sont des enfants qui, s'il n'y avait pas ce centre-là, seraient à la maison. Il n'y a pas d'alternative. Ce n'est pas des petits autistes. C'est autistes dans le plafond. Vous le voyez, les autistes n'aiment pas les murs, les rectangles, les coins carrés. Alors, vous voyez, tout est en rondeur, l'acoustique et tout. Bon, en tout cas, on se permet des fois des projets coup de cœur. Et là, on est en train de construire 350 logements locatifs abordables. Donc, sur 250 000 pieds carrés de terrain, vous avez du condo abordable, du condo marché, du logement étudiant, du logement social. Il y a 88 logements sociaux en construction en ce moment, et du logement locatif abordable. Mixité complète. Et là, après ça, il faut que tes commerces répondent à cette mixité-là. Si tu as juste des restaurants haut de gamme, les étudiants ne s'y retrouveront pas. Si tu as juste
une microbrasserie, il y a du monde qui ne s'y retrouveront pas. Donc, d'avoir une offre commerciale qui réponde aussi à cette mixité-là. Et cette mixité-là est, d'après moi, la clé d'un quartier qui va bien. Un quartier qui va bien, ce n'est pas un ghetto, c'est un quartier qui est mixte. Et en plus, sur Angus, il y a une mixité, pas seulement de résidents, mais une mixité de fonctions. Bureau, commerce et résidentiel. Si vous venez sur Angus, vous allez voir que tout ça fonctionne relativement bien. Bon, ça, c'est les chiffres, là, le nombre de pieds carrés, le nombre d'unités, etc. Remarquez une chose. Jamais vous allez m'entendre, sauf quand j'ai parlé pour les autistes, mais là, c'était une anecdote. Ah, ben sur Angus, nous avons développé pour 500 millions de dollars. Nous avons... quand tu fais de l'immobilier, c'est toujours des millions de dollars. Ton succès, il n'est pas là avec le nombre de millions. C'est qu'est-ce que tu fais avec tes bâtiments? Qu'est-ce que tu mets dedans? C'est ça. Nos partenaires financiers, c'est la Finance solidaire, c'est le Fonds d'action de la CSN, c'est la Caisse d'économie solidaire, c'est les gens qui ont cru en nous au tout début. Là, aujourd'hui, n'importe quelle banque viendrait nous financer, mais il y a du monde qui ont cru en nous au début. On reste très fidèles à ça. Les 350 logements locatifs abordables, c'est Edifica qui les fait. Bon, donc, ça va, c'est des statistiques. Je vous parlais de tous les bâtiments qu'on a créés. Puis là, un jour, il fallait quand même rembourser les dettes. Hein. Je vous disais, on a emprunté au gouvernement. On avait 32 millions de dettes. Fait que là, il y avait un débat au CA. Il y a du monde du CA qui me disait, Christian, oui, on a 32 millions de dettes, on a créé 2500 emplois, on a fait ci, on a fait ça, on va aller voir Québec, puis à Ottawa, puis on va leur dire de radier la dette. Puis il y a d'autres mondes et dont je faisais partie qui disaient, non, si on fait ça, quand je vais aller faire des conférences sur Angus, il y a quelqu'un qui va dire, ben oui, vous avez réussi, vous avez eu des subventions. Fait que là, on s'est dit, on va la rembourser, la dette. Alors là, comment tu rembourses la dette quand ta dette, elle est dans les bâtiments? Ton argent, il est dans les bâtiments. C'est en vendant les bâtiments que tu peux récupérer ton argent. Et là, il n'était pas question d'aller vendre ça à n'importe qui. Fait qu'on s'est créé une nouvelle structure qui est une fiducie d'utilité sociale où on a, puis là, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer la mécanique, mais on a vendu nos bâtiments à cette fiducie-là. On a récupéré de l'argent, on a remboursé nos dettes, puis ça nous a même donné des sous. Et la particularité de cette fiducie-là, c'est que tout l'actif qu'elle a, il est inaliénable. Elle n'a pas le droit de le vendre. À perpète. À perpète. Dans 35 ans, si le conseil des fiduciaires veut vendre un bâtiment, il est obligé d'aller voir un juge. Et là, le juge va regarder les constituants de la fiducie, c'est à quoi leur volonté. Fait que là, il va falloir qu'il y ait une tabarouette de bonnes raisons pour convaincre le juge d'accepter la vente. Ça peut arriver. Un des bâtiments, là, il risque d'amener en faillite tout le projet, donc ça vaut la peine de le vendre. Ça peut arriver. Mais l'idée était vraiment de pérenniser l'actif en disant, ben, ça nous a pris 30 ans à développer ce parc-là. C'est pas pour le vendre, puis après ça, quelqu'un fait n'importe quoi avec. Dans 20 ans, il n'y aura plus de dette hypothécaire. Il n'y aura plus de dette hypothécaire. Donc, il va y avoir des revenus. Oui, il y a une partie des revenus qui va être là pour rénover, pour tout ça, mais il va y avoir une source de revenus. Et là, ces revenus-là ne peuvent servir qu'à du développement territorial. Alors, c'est de créer quelque chose de pérenne dans le temps. Ouais, bon, je vais passer là-dessus parce que je veux vraiment il me reste 7 minutes 44. C'est juste vous dire qu'on est sorti d'Angus. On a revitalisé aussi, là, ça c'est un bâtiment qui était au coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Sainte-Catherine-Saint-Laurent, là, c'est le cœur de Montréal. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il y avait là, un pipe chaud, un urinoir à ciel ouvert à droite, et on en a fait un édifice à vocation culturelle. Bon, on est vraiment, nous, notre mission, c'est la revitalisation. On va là où les autres ne veulent pas aller, dans des quartiers en difficulté, dans des terres contaminées. Nous, la contamination, ça ne nous fait pas peur. Là. Angus, on décontamine au fur et à mesure. Bon, ça c'est, voilà, c'est le boulevard Saint-Laurent, puis c'est devenu ça. Bon, OK, ça va. Je suis prêt pour les questions.
Il me reste 7 minutes. Ah, je vais me diriger pour vous donner un petit micro. On a fait même des églises puis des presbytères, puis on les reconvertit en vocation culturelle. Bon. Oui, sur le site, on a Provigo, on a une boucherie, une fromagerie, une pâtisserie. Oui. Et bon, le Provigo, c'est pas nous, c'est CP qui l'a amené. Nous, on essaie de trouver des commerces indépendants. Aller chercher le 17e Taille Express, ça n'apporte pas de valeur au site. Donc, on essaie de trouver, d'aller chercher vraiment des commerces indépendants. Et comme on est propriétaire de tout, ben, vous n'allez pas avoir 15 pizzerias sur le site. Parce que s'ils se compétitionnent, ils vont avoir de la misère à payer le loyer. Donc, on les choisit en fonction de la mixité commerciale et pour répondre aussi à la mixité des résidents et des résidentes qui y vivent sur le territoire. Bonjour. Bonjour. Luc Caron, merci. Félicitations pour votre présentation. C'est super, vraiment, ce que vous avez fait. Je voudrais comprendre, la fiducie, elle, son capital, est allée chercher comment pour racheter la dette, là, ou pour permettre de racheter la dette? Ouais. Évidemment, on travaille avec Desjardins, on a transféré le prêt hypothécaire à Desjardins et on est allé voir le fonds d'action de la CSN et la fiducie du chantier de l'économie sociale qui nous ont fait l'équivalent de la mise de fonds, qui nous ont fait un prêt en deuxième rang. Donc, dans le fond, la fiducie est endettée à 100%, mais c'est de la dette, c'est pas de l'équité. Donc, on rembourse. Et à chaque 5 ans, on refinance le bâtiment. Tranquillement, on va sortir fonds d'action puis la fiducie. Puis à la fin, il y aura juste le prêt hypothécaire. Parce que, bon, un prêt en deuxième rang non garanti coûte plus cher qu'un prêt hypothécaire. Fait qu'à chaque fois, on refinance pour aller prendre plus de dettes hypothécaires qui coûtent moins cher, puis on sort les autres. Vous êtes un bon financier. Non, moi, je suis bon en rien, mais j'ai du monde excellent chez nous. Moi, je suis un excellent animateur. Bon, bonjour. C'est qui donne les droits de parole? C'est moi? OK. Daniel Lapointe, Développement économique, Ville de Tête-Formelle. Vous avez évoqué le point tout à l'heure. En quoi votre présentation aurait été différente si vous aviez fait la petite visite de ce matin avant? Ça m'a énormément touché ce que j'ai vu et entendu tout à l'heure. Bien sûr, on sait ce qui s'est passé, mais on le sait vraiment de loin. Je m'aperçois qu'on le sait vraiment de loin. Un des discours qu'on tient dans l'Est de Montréal, parce que ça ne va pas très bien encore dans l'Est de Montréal, c'est de dire que l'Est de Montréal a servi pendant X nombre d'années le développement économique du Québec. L'industrie manufacturière, la pétrochimie, les vestiges de la pétrochimie, bien, tout le Québec en a bénéficié de cette pétrochimie-là. Puis on s'est retrouvé avec des réservoirs vides puis des terrains ultra contaminés quand les pétrolières ont fermé. Esso a fermé en 83. Le terrain est encore contaminé et clôturé. Et le discours qu'on tient, c'est tout le monde a une responsabilité sur ce qui se passe dans l'Est de Montréal. Quand j'écoutais ce matin celui qui a parlé, monsieur... Rousse. Oui. J'écoutais ça, puis je me disais, tout le Québec a bénéficié de la production d'amiante qui se faisait ici. C'est pas juste les gens de Thetford ou de Black Lake ou d'Asbestos qui en ont bénéficié. On en a bénéficié à Montréal, on en a bénéficié à Québec. Ça a créé de la richesse économique pour tout le Québec. Et là, je me disais, OK, c'est la même affaire. On a tous une responsabilité collective par rapport à ça. Et c'est pas juste que ça soit juste votre région qui essaie tout seul, ce que vous disiez aussi au début, monsieur le maire, là, là je me disais, tabarouette, OK, là, c'est une responsabilité collective et vous avez le droit de dire que tout le monde est responsable de ce qui s'est passé et que tout le monde doit être responsable de ce qui va se passer et de l'assumer, cette responsabilité-là. C'est dans ce sens-là que je trouvais qu'il y avait, là, c'est vraiment venu me chercher de, tout à l'heure, là, puis la visite, puis de voir, là, en tout cas, vous avez vécu ce que vous avez vécu, puis vous le savez mieux que moi, mais c'est assez interpellant, sincèrement. Bonjour. Bonjour. Richard Fournier de la Ville de Bécomo. Nous autres, moi, je regarde ça, puis on a une papetière dans le centre-ville qui a été achetée dernièrement, puis
je me demande pourquoi on n'a pas fait forcer quasiment pour que ce soit une gang qui l'achète de la place, là, tu sais. Puis, mais c'est sûr que ça aurait été peut-être... En tout cas, je vois ça, puis c'est inspirant, c'est sûr. J'avais 2 petites questions. Dans le fond, la première chose, c'est nous autres, des fois, on plie, puis on résiste pas à la tentation de donner une autorisation ou un permis à quelque chose qu'on trouve qui cadre plus ou moins dans le projet, parce que on a besoin d'investissement, on a le syndrome de la pépine. Des fois, pouvez-vous nous parler un petit peu de ça? Comment est-ce que vous résistez à la tentation d'avoir... vous auriez pu y aller avec Northern Telecom, je pense, vous l'avez dit tantôt. Ça, c'était... Je vais vous donner un exemple. Vous savez, au début, là, je vous raconte une belle histoire, là, en 30 ans, là, on en a bavé, là, hein. Je sais pas, c'était pas... Il y a eu des bouts où on risquait de péter. Je vais vous raconter une histoire. Aller attirer des entreprises au début, là, c'était vraiment tough, là. C'était pas beau, là, Angus, là. Il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien, là. C'était un champ. Et un jour, il y a une entreprise qui vient nous voir. Ils mettent des petits raisins secs dans des petits sacs. Des raisins secs aromatisés dans des petits sacs. 150 jobs au salaire minimum. Puis on te garantit le salaire minimum à vie. Mais c'était quand même beaucoup de pieds carrés, puis c'était 150 jobs. Et d'habitude, c'est à l'intérieur de l'équipe qu'on gère ça. Là, j'ai dit, je vais aller au conseil d'administration. Puis là, je suis allé au conseil d'administration, puis je dis, bon, on a une entreprise, 150 jobs. Écoutez, les entreprises qu'on avait, là, il en créait 8 quand on a commencé. Fait que là, 150 d'un coup, ça frappait. Puis là, au CA, il y a du monde qui disent, c'est intéressant, des jobs au salaire minimum, il y a du monde qui vont être bien contents de les avoir. Là, il y a un gros débat, puis il y a du monde au conseil qui disait, oui, mais attends, là, puis là, excusez l'expression, mais je vais vous dire exactement ce que mon président a dit. Ça fait 8 ans qu'on se fend le cul pour faire quelque chose ici. C'est-tu pour attirer une entreprise qui va créer 150 emplois au salaire minimum, puis qui un jour va s'apercevoir que quelqu'un aux Philippines qui est capable de rentrer des sacs encore plus vite qu'ici, puis qui va délocaliser aux Philippines. Et on a dit non. Et on a dit non à l'entreprise. Et c'était pas évident de dire non à l'entreprise au moment où on le fait. C'est la même chose pour les commerces. On dit non à des commerces. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas une société paramunicipale. On est une OBNL, c'est le conseil d'administration et on n'a pas d'actionnaire. Donc, on n'a pas d'actionnaire. C'est ça l'avantage. Ça fait que j'ai pas quelqu'un qui me dit, écoute, il me faut mon rendement, il me faut mon rendement. Ce que je dois faire, c'est payer mes dettes hypothécaires. C'est ça que je dois faire. Fait que ça donne une marge de manœuvre. De pouvoir, quand j'ai dit, on a arrêté pendant 12 mois pratiquement pour dire c'est quoi qu'on se donne comme vision pour le reste du site, c'est un très, très beau luxe. Il faut savoir que dans l'immobilier, du fric, il y en a, hein? Je peux vous jurer que c'est payant de faire du développement immobilier. La différence, c'est que nous, avec l'argent qu'on fait, on a pu faire le centre pour autistes. C'est là. Je dirais, il faut que tu aies une vision, il faut que tu aies des valeurs, puis après ça, il faut que tu sois pragmatique. C'est un mélange de ça, de vision, où est-ce que je vais, de valeurs, est-ce que ça rentre dans mes valeurs, dans nos valeurs, mais en même temps, il faut être pragmatique. C'est un mélange. Et il faut donc que tu aies ce mélange-là autour de toi. Parce que si c'était juste moi qui étais en avant, ça n'aurait pas marché. Ouais, merci. Une autre petite question, c'est par rapport à, finalement, la réglementation, comment ça s'est passé? C'était un plan d'aménagement d'ensemble ou c'était discussion? Oui, qu'on a refait. Mais on a eu un premier plan d'aménagement, après ça, on a eu un deuxième. Après ça, on a arrêté, on a fait un nouveau plan directeur. Puis toujours la réglementation avec la municipalité, tout ça. Mais on s'est permis à plusieurs reprises de revoir le plan directeur. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur Angus, si vous m'aviez dit que j'allais faire du résidentiel sur Angus, je vous aurais dit « over my dead body ». Ce qu'on a besoin, c'est de l'emploi. Aujourd'hui, pas ici, mais on est en pénurie ici aussi, on est en pénurie de main-d'œuvre. Alors, non, pas ici, hein. Mais, alors, donc, il fallait s'adapter aussi, faire en sorte que... C'est la même chose pour la fiducie. Quand on a créé la fiducie,
on a créé un acte de fiducie en disant, attention, là, on ne va pas aller dire aux gens qui vont être là dans 40 ans qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas le droit de faire. On va mettre des valeurs, on va donner des balises, mais dans 40 ans, qu'est-ce qui va se faire sur Angus? Je ne le sais pas. Quels vont être les besoins du territoire dans 40 ans? Peut-être que ça va être enfin là qu'on va construire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, Christian. Merci pour la présentation. C'était très inspirant. Marie-Chantal Croft, architecte chez Éco-Bâtiment. Oui, je vous ai reconnu, Marie-Chantal. Merci. Dans le fond, je voulais savoir comment vous réussissez à contrôler, disons, l'augmentation des coûts, par exemple, de loyer ou de logement, parce que, tu sais, il y a souvent une critique qui est faite par rapport aux écoquartiers et aux rénovations de friches industrielles, comme quoi ça se gentrifie beaucoup, tu sais, parce qu'une fois que c'est rénové, bien, ça devient attirant. Est-ce que c'est avec l'outil de la fiducie d'utilité sociale ou comment vous abordez ça? Oui, bon, je vais y aller avec 2 exemples complètement différents. On a fait des condos abordables. Et comment on a réussi à faire des condos abordables? C'est en réduisant au maximum notre gain, notre profit. On s'est dit, c'est ça. Fait que là, on a fait des condos, on était très contents, 3 chambres à coucher, abordables et tout. Là, tout d'un coup, on s'est aperçu que vous, monsieur, qui avez acheté un condo 300 000 chez nous, un an plus tard, vous leur vendez 450 000. Là, elle a fait, j'ai sacré. En disant, le 150 000 qui se met dans les poches, c'est le 150 000 que moi, je n'ai pas eu. J'aurais pu le vendre 450 000. Alors là, on s'est dit, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Fait que là, on s'est dit, on va laisser faire pour l'instant là, tout ce qui est condo. De toute façon, le marché n'est pas là. Puis on va se lancer dans le marché résidentiel locatif. Où là, la hausse des loyers va suivre l'inflation et non pas le marché. C'est ça la différence. C'est de suivre l'inflation, mais de ne pas suivre le marché. Il faut dire qu'on a obtenu un gros financement de la Société d'habitation du Québec pour construire 1000 logements locatifs, ce qui fait en sorte qu'on va avoir, pas sur Angus, on a 350 sur Angus, mais on en a ailleurs, y compris à Rimouski, du logement locatif abordable. Et nous, non seulement l'entente avec Québec, c'est qu'on garde l'abordabilité pendant 50 ans, mais comme on va le flipper dans la fiducie, ben c'est pas 50 ans, c'est perpète, là. T'sais. Et donc, l'idée est vraiment de ne pas suivre le marché, parce que le problème dans le logement, c'est ça. C'est quand tu le sais mieux que moi, là, ou autant que moi, du moins. Vous avez faim? Merci.